Dans un royaume d'une richesse inégalée, où les rivières scintillaient comme des rubans d'argent et les montagnes semblaient toucher le ciel, régnait un roi nommé Kuruma. Ce souverain, réputé pour sa vaillance sur les champs de bataille et ses talents d'orateur, avait cependant une faille majeure, son arrogance. Kuruma était convaincu que personne, pas même les dieux, ne pouvait égaler son intelligence et sa sagesse. Chaque jour, il cherchait des moyens d'affirmer cette supériorité, humiliant souvent ses conseillers en leur posant des questions pièges auxquelles lui seul connaissait les réponses. La cour royale, bien que somptueuse, résonnait souvent des rires moqueurs du roi, particulièrement lorsqu'un noble ou un érudit se trouvait incapable de répondre à ces énigmes. Ces humiliations publiques étaient devenues une routine, et personne n'osait défier l'autorité intellectuelle de Kuruma. Les conseillers flattaient son ego, alimentant encore son sentiment de grandeur. Mais sous cette façade d'assurance, il existait une part d'insécurité que Kuruma lui-même ne reconnaissait pas. Chaque fois qu'un étranger venait au palais, vantant la sagesse ou les talents de quelqu'un d'autre, le roi ressentait un pincement dans son cœur. Il ne pouvait tolérer l'idée qu'un homme, quelque part, puisse être plus intelligent que lui. Un jour, alors qu'un groupe de marchands étrangers était reçu au palais, l'un d'eux mentionna un nom qui allait changer la vie de Kuruma, Sumana. Dans les montagnes lointaines, déclara le marchand, vit un homme dont la sagesse est incomparable. On dit qu'il voit au-delà des mots et des apparences, qu'il lit dans les cœurs et trouve des réponses que personne n'ose même imaginer. Kuruma, qui écoutait avec une attention feinte, sentit son sang bouillir. « Personne n'est plus sage que moi », déclara-t-il avec un sourire narquois. « Faites venir cet homme. Je veux le rencontrer. » Ses conseillers, bien qu'hésitants, acquiescèrent. Ils savaient que le roi était imprévisible et qu'il n'accepterait pas de refus. Mais en secret, certains d'entre eux espéraient que ce Sumana pourrait mettre un terme à l'arrogance de Kuruma. Dans les montagnes verdoyantes, où les vents chantaient à travers les arbres et où la nature semblait intouchée par le temps, vivait Sumana, un homme dont la renommée s'étendait bien au-delà des vallées. Contrairement aux sages habituels qui cherchaient la gloire ou le pouvoir, Sumana menait une vie simple. Il habitait une hutte faite de bois et de feuilles de palmier, située près d'un ruisseau clair. Ses journées étaient consacrées à la méditation, à l'écoute des villageois qui venaient lui demander conseil et à l'étude des mystères de la vie. Lorsque le messager royal arriva dans ce lieu paisible, il trouva Sumana assis sous un baobab, entouré d'enfants qui écoutaient attentivement ses histoires. Le messager, impressionné par l'aura calme et humble du sage, s'agenouilla respectueusement et déclara « Noble Sumana, je suis envoyé par Sa Majesté le roi Kuruma. Il vous invite à son palais pour un échange de sagesse. Le roi veut-il vraiment un échange de sagesse ou veut-il prouver qu'il est plus sage ?» Le messager, pris au dépourvu, ne sut quoi répondre. Mais Sumana, lisant l'hésitation dans ses yeux, ajouta « Très bien, j'accepte. Mais dites au roi que la vérité n'est pas toujours facile à entendre. » Le messager retourna au palais, portant la nouvelle de l'acceptation du sage. Kuruma, à la fois satisfait et intrigué, ordonna que tout soit préparé pour une audience spectaculaire. Il voulait que cette rencontre soit un événement mémorable, un spectacle qui prouverait à tout le royaume qu'il était le plus grand. Cependant, dans les jours qui suivirent, des rumeurs commencèrent à circuler. Les villageois et même les membres de la cour murmuraient sur la réputation de Sumana. « On dit qu'il connaît les pensées avant qu'elles ne soient prononcées », disait un serviteur. « Certains prétendent qu'il peut résoudre des énigmes que même les dieux ne peuvent comprendre », ajouta un autre. Ces murmures atteignirent les oreilles du roi, mais il les ignora. « Personne ne peut rivaliser avec moi », se disait-il. « Ce Sumana verra bientôt à quel point je suis supérieur. » Le jour tant attendu arriva enfin. La salle du trône était décorée de riches tapisseries et de fleurs exotiques, et des centaines de personnes étaient présentes, nobles et villageois mêlés. Tous voulaient voir cet échange entre le roi et le sage. Les gardes, en uniforme brillant, se tenaient droits comme des statues, ajoutant à la grandeur de l'événement. Lorsque Sumana entra dans la salle, un silence impressionnant s'abattit. Contrairement à ce que beaucoup imaginaient, il n'avait rien de spectaculaire. Il était vêtu d'une tunique simple, portait un bâton de marche, et son visage, bien que marqué par le temps, rayonnait de sérénité. Il s'avança lentement, salua humblement le roi, puis s'arrêta à quelques pas du trône. Kuruma, vêtu de ses plus beaux atours, observa le sage avec un sourire moqueur. « Alors, te voilà, Sumana. On dit que ta sagesse est sans égale. Mais ici, tu es face à un roi. Penses-tu être à la hauteur ? Majesté, un roi peut être puissant, mais la sagesse ne dépend pas de la couronne. Posez vos questions et voyons ce que le destin nous réserve. » Ces mots, bien que simples, piquèrent la curiosité de l'assemblée.
Beaucoup avaient entendu parler des talents de Sumana, mais c'était la première fois qu'il le voyait en action. Il se demandait comment il allait répondre aux défis que le roi lui avait préparés. Kuruma, satisfait de la confiance du sage, se redressa sur son trône et déclara « Très bien, alors commençons. Mais sache ceci, mes questions ne sont pas ordinaires. Elles mettront à l'épreuve non seulement ton esprit, mais aussi ton âme. » Kuruma, confortablement installé sur son trône, laissa planer un silence dramatique dans la salle du trône. Il observa Sumana, qui se tenait toujours droit, son bâton à la main et son visage calme, comme si rien ne pouvait l'ébranler. L'assemblée retenait son souffle, curieuse de voir quelles questions allait poser le roi. Certains nobles, connus pour leur esprit calculateur, murmurèrent entre eux. Le sage va échouer. Personne ne peut surpasser l'intelligence du roi Kuruma. Le roi, savourant l'attention qu'il recevait, prit une profonde inspiration et posa sa première question. Sage Sumana, si tu es aussi intelligent qu'on le prétend, dis-moi combien d'étoiles il y a dans le ciel. Un murmure traversa la salle. La question, bien que simple en apparence, était clairement un piège. Comment pouvait-on compter les étoiles dans le ciel? Les nobles échangèrent des regards amusés, certains se demandant si le sage allait simplement admettre son ignorance. Mais Sumana ne se laissa pas déstabiliser. Il leva les yeux vers le plafond richement décoré, comme s'il contemplait un ciel nocturne invisible. Après un moment de silence, il répondit d'une voix calme. « Majesté, il y a autant d'étoiles dans le ciel qu'il y a de grains de sable dans le désert. Si vous doutez de ma réponse, je vous invite à les compter vous-même. » Un éclat de rire parcourut l'assemblée, mais cette fois, ce n'était pas un rire moqueur envers Sumana. Beaucoup admirèrent l'audace et la sagesse de sa réponse. Même Kuruma, bien que frustré par l'intelligence du sage, ne put s'empêcher de sourire légèrement. Il hocha la tête et déclara « Bien joué, sage, mais ne te repose pas trop vite. La prochaine question sera encore plus difficile. » Le roi se redressa légèrement sur son trône, adoptant une posture plus imposante. Il lança sa deuxième énigme. « Dis-moi maintenant combien de gouttes d'eau se trouvent dans l'océan. » Cette fois, l'assemblée resta silencieuse. Personne ne riait. Les nobles, les conseillers et même les serviteurs savaient que cette question était encore plus difficile que la précédente. Les gouttes d'eau dans l'océan, c'était une mesure impossible à concevoir. Sumana, cependant, garda son calme. Il s'avança d'un pas, s'appuyant légèrement sur son bâton. Avec une expression presque amusée, il répondit. « Cela dépend, Majesté. Parlez-vous de l'océan lorsqu'il est en pleine tempête ou lorsqu'il est calme et paisible? Parlez-vous de l'océan lorsqu'il est nourri par les rivières ou lorsqu'il s'assèche sous le soleil brûlant? Car dans chaque instant, l'océan change. Ces gouttes ne sont jamais fixes. » Une vague d'étonnement traversa la salle. La réponse de Sumana ne donnait pas de chiffres précis, mais elle contenait une profondeur philosophique que peu comprenaient. Même Kuruma, bien que visiblement contrarié, ne trouva rien à redire. Il savait que, malgré tout, le sage avait raison. Mais le roi n'était pas prêt à admettre sa défaite. Il se leva de son trône, son visage maintenant marqué par une détermination féroce. « Bien, Sumana, tu as habilement contourné mes deux premières questions. Mais la troisième sera différente. Elle ne demande pas de philosophie ni de réflexion complexe. Elle demande simplement la vérité. » L'assemblée se pencha en avant, suspendue aux paroles du roi. Kuruma fixa Sumana avec un regard perçant et posa sa dernière question. « Qui suis-je » La question résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. « Qui suis-je » En apparence, elle semblait simple, mais chacun comprit rapidement qu'elle était bien plus profonde qu'elle n'en avait l'air. Le roi ne demandait pas seulement une description de son statut ou de son apparence. Il testait la capacité de Sumana à comprendre son essence même. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Les nobles, les conseillers et même les gardes retenaient leur souffle, attendant la réponse. « Enfen, Sumana pala » Sa voix était calme, mais ses mots portaient un poids immense. « Majesté, vous êtes un homme comme les autres, mais vous êtes aussi un homme en quête. Vous cherchez non pas la vérité, mais une validation de votre grandeur. Vous doutez de vous-même, car si vous étiez sûr de votre sagesse, vous n'auriez pas besoin de me tester. » Ces paroles frappèrent Kuruma comme une gifle. L'assemblée resta figée, choquée par l'audace de Sumana. Mais ce qui troubla le plus le roi, ce fut la vérité crue derrière ces mots. Pendant des années,
Il avait cherché à prouver qu'il était le plus sage, mais au fond de lui, il savait que sa quête n'était qu'un moyen de masquer ses propres insécurités. Le silence devint presque insupportable. Certains nobles regardaient Kuruma, s'attendant à une explosion de colère. Mais au lieu de cela, le roi fit quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Il éclata de rire. Ce rire, bien que sincère, avait une teinte d'amertume. Il se leva de son trône, s'approcha de Sumana et posa une main sur son épaule. « Sage Sumana, aujourd'hui, tu m'as enseigné une vérité que je n'étais pas prêt à entendre. Mais c'est précisément pour cela que je te respecte. Tu m'as ouvert les yeux sur moi-même. » Un murmure d'approbation traversa l'assemblée. Même ceux qui craignaient Kuruma furent impressionnés par son humilité soudaine. Sumana, avec une révérence respectueuse, répondit « Majesté, la grandeur d'un roi ne réside pas dans sa capacité à humilier, mais dans sa volonté d'apprendre. » Kuruma, touché par ces paroles, déclara « À partir de ce jour, tu seras mon conseiller personnel. Enseigne-moi ce que je ne sais pas, et aide-moi à devenir un roi digne de ce royaume. » Le lendemain de cette rencontre qui avait bouleversé tout le palais, une transformation subtile s'opéra chez le roi Kuruma. Bien qu'il ait publiquement accepté les paroles du sage, une partie de lui luttait encore contre l'idée qu'il pouvait être dans l'erreur. Cette lutte intérieure, bien que silencieuse, était évidente pour Sumana, qui, en tant que conseiller nouvellement nommé, passait désormais ses journées à interagir avec le roi. Kuruma commença à poser des questions à Sumana, mais cette fois, ce n'étaient plus des énigmes destinées à piéger. C'étaient des interrogations sincères, témoignant d'un roi cherchant à mieux se comprendre lui-même et son rôle. Un matin, alors qu'il se promenait dans les jardins royaux, Kuruma demanda « Sage Sumana, qu'est-ce qui fait un roi? Est-ce sa couronne, son pouvoir ou son peuple ?» Sumana, toujours patient, répondit « Un roi, majesté, n'est rien sans son peuple. La couronne est un symbole, mais elle ne pèse rien si elle ne repose pas sur le respect et l'amour de ceux qu'elle protège. Le pouvoir, lui, est éphémère, car il peut être perdu. Mais le peuple, lorsqu'il est uni, est le socle qui soutient un règne durable. » Ces paroles plongèrent Kuruma dans une profonde réflexion. Il réalisa qu'il avait passé une grande partie de son règne à chercher la gloire personnelle, négligeant parfois les besoins de son peuple. Pourtant, il n'était pas prêt à reconnaître toutes ses erreurs, pas encore. Quelques jours plus tard, Sumana demanda une audience privée avec le roi. Il s'agenouilla respectueusement, mais ses mots étaient fermes. « Majesté, j'ai une proposition. Si vous voulez véritablement comprendre ce que signifie être roi, alors quittez votre trône pour un jour. » Kuruma haussa un sourcil. « Quitter mon trône? Que veux-tu dire? » « Disparaissez pour un jour et laissez-moi vous montrer ce que voit votre peuple. Marchez parmi eux, écoutez leurs paroles et ressentez leur vie. Alors seulement, vous comprendrez. » Le roi, bien qu'hésitant, fut intrigué par l'idée. Après tout, il avait passé son règne à dicter les lois et à recevoir des hommages, mais il n'avait jamais réellement vu son royaume au-delà des murs du palais. Le lendemain, vêtu comme un simple paysan, Kuruma, accompagné de Sumana, quitta discrètement le palais. Ils prirent des chemins peu fréquentés pour éviter les gardes ou les courtisans curieux. Pour la première fois, le roi marcha dans la poussière des routes et sentit la chaleur du soleil brûler sa peau sans le confort d'un parasol royal. Kuruma et Sumana arrivèrent d'abord dans un petit village à l'orée d'une forêt. Là, ils virent des enfants courir pieds nus, jouant avec des bâtons, tandis que leurs parents travaillaient durement dans les champs. Une femme, portant un panier rempli de fruits, s'arrêta pour leur parler, ne reconnaissant pas le roi sous son déguisement. « D'où venez-vous, étranger ?» demanda-t-elle. « Du palais, » répondit Sumana avec un sourire. « Ah, le palais !» La femme soupira. « Nous entendons parler de ces richesses, mais elles ne nous atteignent jamais. Nous vivons de peu, et parfois, nous manquons même du nécessaire. » Kuruma, bien que silencieux, sentit un poids s'alourdir dans son cœur. Il n'avait jamais imaginé que ces sujets vivaient dans de telles conditions. Les villages lui étaient décrits comme prospères dans les rapports qu'il recevait de ses gouverneurs. Pourtant, ce qu'il voyait était bien différent. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent dans un autre village, plus proche de la rivière. Là, ils rencontrèrent un vieil homme qui réparait un filet de pêche. Le vieillard, curieux, leur demanda qui ils étaient. Sumana, fidèle à sa mission, répondit simplement « Des voyageurs en quête de sagesse. » Le vieil homme éclata de rire. « La sagesse,
Dites-vous, elle se trouve dans la survie. Regardez-moi. J'ai passé ma vie à pêcher, et maintenant que mes mains tremblent et que mes yeux s'affaiblissent, je n'ai personne pour m'aider. Le roi est loin, il ne sait pas ce que nous vivons. » Ces paroles, bien que prononcées sans rancune, transpercèrent le cœur de Kuruma. Il comprit alors qu'être roi ne se limitait pas à dicter des lois ou à accumuler des richesses. Il réalisa que ses décisions, ou son manque d'action, avaient des conséquences réelles sur des vies humaines. Après une journée entière à marcher parmi son peuple, Kuruma retourna au palais, ses pieds endoloris et son esprit chargé de nouvelles perspectives. Ce qu'il avait vu et entendu ne pouvait plus être ignoré. Assis dans ses appartements privés, il appela Sumana et lui dit « Tu avais raison, sage. Je ne connais pas mon peuple. J'ai passé trop de temps à m'occuper de mon propre ego et pas assez à écouter ceux que je gouverne. » Sumana, avec un sourire bienveillant, répondit « Comprendre ses erreurs est le premier pas vers la véritable grandeur, majesté. » Le lendemain, Kuruma convoqua une réunion avec tous ses conseillers. Pour la première fois, il parla non pas pour se glorifier, mais pour annoncer des réformes qui changeraient le royaume. Il ordonna la création de greniers publics pour stocker de la nourriture en cas de famine, la construction de routes pour relier les villages isolés et l'instauration d'un conseil populaire où les représentants du peuple pourraient partager leurs préoccupations directement avec le roi. Ces changements, bien qu'ambitieux, furent accueillis avec enthousiasme par le peuple. Les villageois, autrefois méfiants, commencèrent à voir en leur roi un dirigeant qui se souciait véritablement d'eux. Kuruma, autrefois connu pour son arrogance, devint célèbre sous le nom de Kuruma le Juste. Les années passèrent, et le règne de Kuruma devint une époque de prospérité et d'harmonie. Sumana, fidèle à lui-même, continua à conseiller le roi, mais il passa de plus en plus de temps à voyager, partageant sa sagesse avec d'autres royaumes. L'histoire de leur rencontre devint une légende transmise de génération en génération. Elle rappelait à tous, qu'ils soient rois ou paysans, que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir, mais dans la capacité à écouter, apprendre et changer. Moralité, la sagesse n'est pas un don, mais une quête. Et pour ceux qui cherchent la vérité avec humilité, elle devient un chemin vers la transformation.